Bonsoir, bienvenue à Café Noir, l'émission d'Avatar Édition qui porte pour vous un autre regard sur le monde. Ce soir, avec notre ami Pierre Levigan, journaliste et essayiste, auteur d'une quinzaine de livres aux éditions La Barque d'Or, nous avons intitulé notre tour de table USA avec Biden, l'Empire est de retour. Mais avant de parler de notre sujet de ce soir, si je ne me trompe pas, Pierre, tu viens d'éditer et de rééditer 2 livres. Oui, tout à fait, Gilbert. J'ai réédité L'effacement du politique, qui était paru à la Barque d'Or et sur lequel il y avait des demandes que je ne pouvais plus satisfaire parce qu'il était épuisé. Donc, ce livre, L'effacement du politique, qui était préfacé par Éric Molin, professeur à l'Université de Strasbourg. Voilà, et qui était un petit peu la matrice d'un livre que j'ai publié plus récemment et qui est plus développé et qui s'appelle Le Grand Empêchement. Donc, en quelque sorte, la matrice du Grand Empêchement, dès 2014, c'était cette question d'effacement du politique que j'abordais. Et puis, j'ai édité un nouvel ouvrage qui s'appelle « Avez-vous compris les philosophes ?» volume 4. Et sur le lien qu'on verra à la fin de notre vidéo, on verra les auteurs traités dans ce volume 4. Voilà, Gilbert. Bon, on commence notre émission donc sur les États-Unis. On a parlé de coup d'État, de tentatives de coup d'État. On a parlé avec l'invasion du Capitole d'une insurrection. On a comparé ça aux heures les plus sombres de notre histoire. En fait, que s'est-il passé réellement qu'en est-il de ce coup d'État introuvable et fantasmatique? En fait, oui, c'est surtout le fantasme de nos souverainistes en Europe, ce fameux coup d'État. Et ils s'y attendaient et il n'a jamais eu lieu. Effectivement, comme tout le monde sait, l'investiture de Biden a eu lieu. En réalité, Trump n'a jamais voulu faire de coup d'État. Sa contestation, en fait, était une contestation de la démocratie volée par les démocrates. C'est-à-dire les élections effectivement, il y a eu de la triche. On le sait, c'est évident maintenant. Les cours de justice américaines n'ont jamais étudié le dossier. Ils ont refusé de l'étudier d'ailleurs. La Cour suprême a refusé même de le voir. Donc, il y a toujours un point d'interrogation sur ces élections américaines, dont la majorité des républicains croient qu'il y a eu de la triche, est très important. 10% des démocrates eux-mêmes, des électeurs démocrates, ne croient pas que les élections présidentielles ont été honnêtes. Cela étant, il me semble même que c'est un peu plus de 10% d'ailleurs, le oui, c'est pourcentage des démocrates. un peu plus. Puis il y a les indépendants. Et puis il y a des facteurs objectifs qui crèvent les yeux, si je puis dire. Quand on voit qu'il y a un certain nombre de salles de dépouillement, pour ne même pas parler des très douteux votes par correspondance, mais quand on voit qu'il y a un certain nombre de salles de dépouillement où il y a eu volontairement alors les représentants de Trump qui ne pouvaient pas accéder, des cartons mis sur les baies vitrées pour éviter de filmer et de zoomer. Tout ça s'est fait vraiment dans une obscurité et dans une opacité qui est bien entendu amène à se poser très légitimement des questions. Absolument. Il faut aussi savoir que les problèmes de ces élections sont dans 6 États pivots qui sont sous l'emprise du Parti démocrate, ou la Géorgie du Parti républicain, mais de la structure historique du Parti républicain qui s'est démontrée anti-Trump. Il faut savoir aussi que la législation des élections a été changée un mois avant. Et aux États-Unis. Dans quel sens, en 2 mots, Gilbert, tu peux nous dire qu'est-ce qui a été changé 2 mois avant, en 2 mots? Pratiquement, ils ont introduit dans certains États le vote par correspondance, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas de carte d'identité. Donc, oui.
c'est sans preuve. Donc, ils ont envoyé ce courrier pour encourager le public, quoi, les électeurs, à voter, mais ils n'ont pas dû présenter ni de photocopie de carte d'identité, ni aucune pièce d'identité. Donc, on était ouvert, bien entendu, À, à toutes les manipulations. à toutes les manipulations possibles. Mais il y a aussi un deuxième problème. Pourquoi Trump ne pouvait pas faire de coup d'État? Parce qu'il a démontré, en fait, que c'était un président faible. En effet, Trump a dû démissionner son ministre de la Justice et le ministre de la Défense en décembre. Donc, un mois avant qu'il ne quitte la présidence, il a dû démissionner ses ministres qui n'ont jamais été loyaux. Et il s'en est rendu compte 4 ans après. Trump, Oui. en 4 ans, a dû changer 5 fois de ministre de la Défense. En fait, Trump n'a pas su s'entourer de Trumpistes. Absolument. Peut-être qu'il n'y en avait pas, d'ailleurs, de qualifiés. Ou pas de qualité, oui, de qualité suffisante. Suffisante. Mais cela étant, c'est vrai ce que tu dis, Pierre. Parce que la plupart des Trumpistes, la plupart de l'équipe qu'il a aidé à arriver au pouvoir en 2016, s'est retrouvée hors de la Maison-Blanche en moins d'1 an. Et c'est eux qui, de l'extérieur, sont restés fidèles à Trump. Tandis que les gens que Trump a nommés dans son administration l'ont pratiquement tous trahi. Puis il y a une chose très importante que nos souverainistes d'ailleurs n'ont pas, et nos médias mainstream qui parlaient de coup d'État n'ont pas vu, c'est que le Pentagone en décembre a quand même déclaré officiellement que l'armée, que les militaires aux États-Unis sont là pour défendre la Constitution et pas prendre position d'un candidat ou un autre. Donc évidemment, il n'y aurait pas eu de coup d'État. Et last but not least, pour parler en anglais, Washington DC, donc Washington District of Columbia, qui est la capitale des États-Unis, n'est pas un État, c'est une ville. Elle n'a pas de gouverneur, elle a un maire. Or, à Washington DC, pour qu'il y ait une présence de l'armée américaine et surtout de la National Guard, la garde nationale, il faut la signature doit venir du président des États-Unis en place. Donc, et c'était donc Trump. Donc, c'est Trump. Donc le fameux assaut qu'on appelle assaut du Capitole a été entre guillemets réprimé par la garde nationale. Et c'est Trump qui a sur signé. injonction du président Trump. Oui, c'est lui qui a autorisé la présence qui montre bien qu'il n'y avait pas la moindre volonté de coup d'État de Donald Trump. Absolument. Et la présence de la garde nationale, donc lors de l'investiture elle-même, c'est grâce à Trump, grâce au président, qui a autorisé la présence de la garde nationale dans la capitale américaine. Voilà. Alors, comment s'est passée cette investiture de Joe Biden? Alors, tout simplement, en 2 images qui sont très, très parlantes. Comme on sait, les démocrates glosent toujours qu'ils sont le parti du peuple et des minorités. Et on voit que dans cette investiture, on a eu Lady Gaga qui a chanté l'hymne national. Alors, certains disent, je ne parle pas de la qualité de comment elle a chanté, mais l'image était frappante. Elle avait des oreillettes et un micro en or. Et elle a chanté devant un plateau de 200 000 drapeaux. Et voilà comment se résume l'investiture de Biden. Oui, oui. Donc, c'est un petit peu du niveau de Tata Yo-Yo, quoi. Ça fait du bling-bling à la Sarkozy, mais sans le peuple. Malgré oui, tout à fait. Parce qu'en 2007, il faut reconnaître qu'il y avait une partie du peuple du côté de Sarkozy. Il faut bien le reconnaître, qui a été trompé. Mais là, c'est effectivement, c'est d'un niveau pitoyable. C'était hallucinant. Et le peuple américain, comme si c'était l'État profond qui a repris la mainmise des États-Unis et qui a écarté le peuple. Alors, c'était sous le prétexte du Covid, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Alors, ils ont fait une minute de silence
Pardon. En fait, on l'a traduit en Europe avec la minute de silence. C'est une minute de prière. Biden a dit Oui, une minute de prière. C'est très important oui, parce qu'aux oui. États-Unis, ils sont assez religieux. Alors, Tout commence et tout finit par des prières et des serments sur la Bible, voilà. voilà, qui n'empêchent pas de lancer des bombes atomiques sur des populations civiles, hein. Absolument. Mais du moment qu'on a prié Dieu auparavant, tout est possible. Donc, ils ont fait une minute de prière pour penser aux gens qui sont morts du Covid. Et puis, chanson avec micro et oreillette en or et 200 000, devant 200 000 drapeaux. Voilà Alors, l'investiture de Biden. alors Gilbert, il y avait un grand absent, contrairement à une tradition d'environ 150 ans, il y avait un grand absent à cette investiture de Biden, c'était Trump. Trump, Alors, absolument. pourquoi n'était-il pas là? Où L'éléphant était-il? qui n'était pas présent. Que Voilà. veut dire, comment interpréter son absence? Alors, tout simplement, tout d'abord, la Constitution américaine ne prévoit pas que le président doit être présent. Et légalement, il n'est pas obligé d'être présent. Voilà. Alors, c'était C'est une comme en tradition. France, les débats du second tour, c'est pas une obligation légale. C'est devenu une habitude à partir d'une certaine époque, mais ça n'a strictement aucune base légale, les Absolument. débats des présidentielles entre les second tours, entre les deux tours, pardon. Et c'est un phénomène, en fait, moderne aux États-Unis du XXe siècle, de notre époque, que le président précédent est présent. Il n'a aucun rôle. En fait, la présence du président le président est spectateur. Le président sortant est spectateur. Il n'a absolument aucun rôle dans l'investiture. D'ailleurs, il y avait Obama et George W. Bush qui étaient présents, et les Clinton. Donc, Trump n'avait aucune obligation d'être présent. Alors, bien entendu, comme Trump croit, dû confère, qu'on lui a volé son élection, c'est vraiment l'insulter s'il était présent. Donc, il a décidé de faire autre chose, de faire son discours d'adieu ailleurs. Et dans son discours d'ailleurs, qu'il a fait donc ailleurs, il a résumé ce qu'il a fait dans sa présidence de 4 ans et il a rappelé à tout le monde qu'il a maintenu ses promesses de candidat. Et il faut le reconnaître, qu'on soit pour ou contre Trump, Trump a maintenu ses promesses. Il a amélioré l'économie aux États-Unis juste avant le Covid. Il a fini de construire le mur bien entendu sur la frontière mexicaine pour arrêter l'immigration. Il a désengagé les États-Unis de théâtre d'opération au niveau international, bien entendu en Irak, en Afghanistan, en Syrie. Il n'a pas fait de guerre, il n'a pas initié de guerre. Et c'est très important. C'est le seul, il y a 2 ou 3 présidents dans l'histoire des États-Unis qui n'ont pas initié de guerre. Et donc, Trump ne l'a pas fait. Et donc, Et le protectionnisme, en tout cas le protectionnisme, début d'une politique protectionniste, en tout cas partiellement absolument. protectionniste, Et autant que absolument. faire se peut. Et malgré tout, il a été quand même assez dur au niveau international. N'oublions pas, tout le monde l'a oublié, mais c'est sous les ordres de Trump que al-Baghdadi, le chef de l'État islamique, a été liquidé. Et Trump a aussi liquidé le général des gardiens de la révolution iranienne, Tout à fait, Qasem ce qui n'est pas Soleimani, rien. qui n'est pas Tout à rien. fait, C'est tout grâce à à fait. lui, c'est d'ailleurs grâce à Soleimani qu'il y a eu une victoire contre le Daesh et l'État islamique en Irak et en Syrie. Donc, et il a rappelé aussi Trump son fameux accord avec la Corée du Nord et bien entendu l'accord qu'il a aidé à signer de paix Accord pacificateur. pacificateur et le grand accord qu'il a fait entre Israël et les Émirats arabes unis. Donc, si on se souviendra que les médias ont toujours présenté Trump comme un va-t-en-guerre. D'ailleurs, la Pelosi elle-même a dit qu'en décembre, qu'elle avait peur que Trump utilise la bombe atomique. Pas seulement une guerre, mais aussi la bombe atomique, comme si c'était un jouet. Et effectivement, Trump a fait exactement le contraire. Et puis, bien entendu, il a rappelé à tout le monde qu'il avait promis le vaccin
contre le Covid en décembre et ce vaccin est bien arrivé en décembre. D'ailleurs, pas seulement un, deux vaccins. Et d'ailleurs, je rappelle à tout le monde que la France, qui a tout raté dans la crise du Covid, la France, qui est le pays de l'Institut Pasteur, ne va pas avoir de vaccin. Sanofi n'a pas réussi à faire un vaccin. Donc, Trump, Macron, 2-0 pour Trump. Vu que les Américains ont 2 vaccins. Alors qu'ils soient efficaces ou pas, qu'on veuille prendre ou pas le vaccin, ça c'est une autre histoire. Tout à fait. Il a maintenu sa promesse. Mais il a quand même effectivement rempli l'objectif qu'il avait affiché lui-même. Somme toute, du point de vue de la cohérence et de l'honnêteté vis-à-vis des électeurs, c'est relativement satisfaisant. Encore une fois, quoi qu'on pense des vaccins d'ailleurs. Absolument. Le fou et le menteur, comme on l'a appelé, a maintenu ses promesses. Et le vaccin a bien eu lieu. Et c'est effectivement le vaccin de Trump, parce que c'est l'État américain qui a financé les 2 sociétés privées. Et Pfizer l'a reconnu, malgré tout. Pfizer, qui, bien entendu, a attendu 4 jours après les élections pour annoncer le vaccin. Oui, oui, bien sûr, 4 jours après les élections. Voilà. Alors, je me demande si… Effectivement, et juste pour finir sur le discours de Trump, il n'a pas dit adieu à ses électeurs, à ses troupes, si on peut les appeler comme ça. Il leur a promis qu'il allait revenir d'une manière ou d'une autre et relancer ou maintenir ce qu'il a appelé le mouvement MAGA. MAGA qui veut dire en anglais Make America Great Again. Alors, quelle forme ce courant va prendre? Est-ce que ça va être à l'intérieur du parti républicain ou un parti indépendant? Il faudra attendre. Une sorte d'équivalent du UKIP qui d'ailleurs a changé de nom récemment, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est un peu tôt. On ne sait pas pour l'instant. Malheureusement, une chose est certaine. Pour l'instant, moi, dans la politique moderne des États-Unis, un troisième parti n'a jamais réussi à percer. Absolument. Si tu te souviens, Ross Perot, qui était le 3e candidat il y a une vingtaine d'années, c'est ça? Ouais. Il n'a jamais réussi à percer. Ouais. Alors, on peut se demander si cette absence de Trump à l'investiture de Joe Biden ne peut pas aussi s'interpréter à la lumière du livre fameux de l'historien allemand Ernst Kantorowicz, Les 2 corps du roi, 1957. Kantorowicz distinguait le corps naturel, physique, qui est mortel, et le corps politique, qui lui est immortel puisqu'il se transmet. Et en quelque sorte, pour le coup, on peut se demander si l'absence du corps mortel, du corps naturel de Trump à l'investiture de Biden n'est pas une stratégie pour mieux faire perdurer peut-être en quelque sorte le corps politique. Donc c'est cette distinction de Kantorowicz, qu'il a pris d'ailleurs à un juriste britannique du XVIe siècle, Edmund Plowdon, entre le corps naturel d'une part et le corps politique est intéressante parce que finalement l'absence du corps physique de Trump est peut-être le meilleur moyen qu'il ait trouvé pour faire perdurer le corps politique en s'adressant directement à ses partisans et en essayant peut-être de générer un trumpisme, c'est-à-dire en fait un populisme qui soit ni réductible aux démocrates, ça c'est sûr, mais pas non plus tout à fait réductible aux républicains. Donc ça renvoie évidemment à cette fameuse question dont tu parlais, qui est que jusqu'ici, mais l'histoire change parfois, jusqu'ici un tiers parti, un 3e parti aux États-Unis n'a jamais pu se manifester. Néanmoins, si on prend l'exemple de la France, on a eu très longtemps droite contre gauche, une droite avec une variante gaulliste, une droite avec une variante libérale qui était alliée contre une gauche entre guillemets socialo-communiste, et puis il y a bien un tiers parti qui est arrivé, qui est en gros le national-populisme ou le populisme de Marine Le Pen. Exact. La seule chose, c'est que ce qui caractérise en France le populisme de Marine Le Pen, il faut bien le dire, c'est sa totale impuissance à conquérir des positions solides aussi bien dans les communes qu'à l'Assemblée nationale. Exact. Et du coup
la réelle implantation politique de ce tiers parti en France a été jusqu'ici un parfait échec. Et d'ailleurs, un exemple parfait, c'est le score des législatives du Front National, Rassemblement National en 2017, qui est de 13%, alors qu'en 93, il était déjà de 12,5%. Autant dire qu'entre 93 et 2017, le Front National, contrairement à ce qu'on croit, n'a quasiment pas progressé. N'a quasiment pas progressé, sauf sur des élections sans aucun enjeu, comme les européennes ou comme les présidentielles, où c'est bien joli de faire un gros score au premier tour, mais si on est sûr d'être battu au second tour, ça ne sert strictement à rien. Absolument. Cela étant, pour revenir sur Trump, il est très probable que d'ailleurs, malgré lui, et à cause ou grâce au Parti démocrate, il va rester dans les news. Parce que n'oublions pas que les démocrates, avec leur haïssent tellement Trump qu'ils vont continuer avec avec l'impeachment. Donc, oui, le but, c'est de le juger et de l'embastiller, si possible. Absolument. Et or, l'impeachment va avoir lieu en février. Donc, la présence de Trump, même malgré lui, et grâce aux démocrates, va peut-être empoisonner les 100 premiers jours de la présidence de Biden. Voilà. C'est assez ironique. Voilà. Et les orientations de Biden, on a vu déjà qu'il reprenait un contact sur un mode très agressif, par exemple avec la Russie de Vladimir Poutine. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Biden et les démocrates, si on veut appeler ça la gauche américaine, un peu comme la gauche en Europe, à la différence de la droite, elle, quand elle prend le pouvoir, elle n'a pas d'état d'âme. En 1 heure, Biden a défait les 4 ans de la politique américaine de Trump. Avec 17 actions présidentielles, presidential acts, il a signé, il a tout changé, il a tout reviré. Pratiquement il a totalement déconstruit ce que Trump avait essayé de construire. En 1 heure. Alors, entre autres, ils sont 17, mais entre autres, les dispositions ou les programmes les plus importants. Il a suspendu la construction du mur à la frontière mexicaine et des États-Unis. Les États-Unis sont rentrés de nouveau, ils sont de nouveau dans l'Organisation mondiale de la santé. Ils font partie de nouveau des accords de climat de Paris. Il a annulé les mesures que Trump avait prises d'arrêter l'immigration de certains pays jugés musulmans islamistes. Voilà. Et une chose très importante qu'il faut bien souligner, il a concédé à la gauche du Parti démocrate de faire re-rentrer en force la théorie du genre dans les universités américaines et dans les écoles américaines. Ça, c'est une concession importante. Y compris d'ailleurs par des ministres symboliques. Voilà. Donc, il y a un article très amusant d'ailleurs qui est paru dans le magazine Marianne qui explique sous une forme parodique que Trump n'a pas été assez loin parce qu'on ne voit pas d'obèses dans son gouvernement, on ne voit pas non plus de nains, donc c'est de la nénophobie. On ne voit pas de grosses lesbiennes myopes, donc c'est de la aveuglophobie, donc, etc. Il a concédé à la gauche du Parti démocrate, qui est une gauche identitaire, qui n'est pas une gauche de lutte de classe, c'est une gauche sociale. Bien sûr, alors c'est vraiment une gauche typiquement libérale-libertaire. Exact. Totalement post-marxiste, à supposer qu'elle ait si peu que ce soit été marxiste à une époque. Exact. Et une chose inquiétante qui a eu lieu le 22, donc 2 jours après l'investiture de Biden, pardon, c'est que des convois de l'armée américaine sont rentrés en Syrie de la Turquie, dans la fameuse poche d'Idlib de l'État islamique, donc qui est à la frontière turco... Au nord-ouest de la Syrie, pardon, exact, si je ne me trompe. Exact. C'est bien ça. Hein. Tête de pont, il y a des convois de l'armée américaine qui sont le 22 janvier, qui sont rentrés. Donc, c'est un signe, avec bien entendu les personnalités qu'il a nommées dans son administration, qui sont tous des néocons ou des représentants de l'État profond, c'est un signe
du retour justement de l'empire yankee et de sa position ou de sa fonction de gendarme du monde. Alors, objectif, peut-être faire renaître, si ce n'est Daesh, mais un pseudopode du même ordre qui empêche le pouvoir syrien actuel de se consolider. Ben, c'est très probablement le fameux, c'est très probablement la guerre en Syrie, comme on le sait, c'est pour abattre donc le régime syrien, quoi, le gouvernement syrien, pour couper le fameux croissant chiite, donc Tout à fait. pour couper la logistique iranienne avec le Hezbollah libanais. Donc c'est une guerre pour détruire le Hezbollah d'un point du côté pour défendre l'État d'Israël, pour être clair. Et permettre l'extension encore plus considérable de cet État d'Israël qui Exact. Et dominerait tout le puis, Proche-Orient, qui exact. serait la seule vraie puissance impériale du Proche-Orient en quelque Exact. sorte. Et puis si tu coupes donc la voie terrestre entre l'Iran, parce que n'oublions pas que l'Iran, l'Irak, la Syrie et le Liban, ça crée une voie terrestre Tout à linéaire. fait, puisque 55% de la population irakienne, en gros, est chiite. Exact. Donc, Et donc, ils isolent entre-temps. Donc, la défaite ou le changement de régime en Syrie permet d'isoler d'un côté le Hezbollah et donc même au niveau d'armement et d'isoler l'Iran. Donc, il est très probable qu'on peut voir très prochainement une guerre en Syrie, une accélération de la guerre en Syrie, un isolement du Hezbollah et éventuellement la guerre en Iran, contre l'Iran. Et comme les personnalités que Biden a nommées sont tous des anciens des guerres précédentes américaines, c'est-à-dire c'est des personnalités qui ont organisé la guerre en Irak, en Libye, en Afghanistan. Donc c'est des professionnels ce sont des gens qui savent mettre une région à feu et à sang. exact. C'est des professionnels de l'État profond. Donc effectivement, avec Biden, on a l'État profond qui a repris totalement en main les États-Unis. C'est très inquiétant, à vrai dire. Au plan de la politique internationale, c'est le retour de l'agressivité américaine qui s'était un petit peu modérée sous Trump, un petit peu, parce qu'il y a quand même eu quelques assassinats, y compris de ce général iranien, ce qui Oui, n'est qui pas est rien. totalement illégal d'ailleurs. Mais c'est vrai que là, on a une accélération du bellicisme et de l'agressivité américaine et du projet de recomposer le Moyen-Orient en ne laissant subsister qu'une seule grande puissance, qui serait Israël. Projet quand même extrêmement inquiétant. Oui, mais malheureusement, même si les peuples n'ont pas dit leur dernier mot, parce qu'on n'efface quand même pas d'un trait de plume ni l'Iran, ni la Turquie, qui sont quand même de grandes nations. Mais malheureusement, nos médias sont, comme ils sont tous pro-Biden, maintenant ils peuvent dire n'importe quoi et et on ne contredit pas. Biden vient de déclarer, par exemple, que les États-Unis, il n'a rien fait. Il a pris le pouvoir le 20, donc il n'y a même pas une semaine. On est le 27 janvier. Il a déclaré que les États-Unis arriveront à l'immunité de leur population pour le Covid dans quelques mois, vers l'été. C'est exactement ce que Trump a dit. Or, quand il l'a dit, tout le monde l'a insulté en disant que c'était un fou. Maintenant, tout le monde a accepté ce que Biden a dit. Donc, on a un problème aussi en Europe, ou si on veut en Occident, c'est que les médias mainstream sont tous favorables à Biden. Tout à fait. Les médias mainstream sont tous dans les mains de l'oligarchie. Ouais, exactement. Donc après, cette oligarchie est liée à Biden, est liée à la macronerie, est liée à l'Union européenne. Il est bien évident qu'il n'y a strictement aucune liberté de la presse. La plupart des journaux ne vivent que de subventions, mais pas de leurs lecteurs. Absolument. Ben voilà ce qu'on peut dire. Donc, c'est une histoire à suivre. Alors, il faut voir ce qui va arriver avec Trump. On suivra la politique américaine dans les prochaines semaines, les prochains mois, et peut-être on retournera dans une table ronde du Café Noir. Bon, on va finir notre émission
pour ce soir de Café Noir. Bien entendu, n'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous pensez des sujets traités dans cette émission ou dans d'autres émissions. Bonne soirée, merci, au revoir. Bonsoir.